Retour sur le plateau de la semaine de l'écho. Joe Biden, nouveau champion du climat. Lors d'un sommet virtuel, le président américain a réuni 40 chefs d'État, dont la Chine et la Russie. L'occasion pour la première économie mondiale de revenir dans la course climatique, alors que l'Union européenne et le Royaume-Uni viennent de relever leurs objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Au-delà des annonces, qu'attendre de la nouvelle politique américaine? La crise sanitaire accélère-t-elle la transition écologique? On en parle avec mes invités. Aurore Lalucq, eurodéputée Place Publique, et Cécile Maisonneuve, experte auprès de l'Institut Montaigne, spécialiste des questions de développement durable. Bonjour à vous. Bonjour. Bruxelles, Berlin, Moscou et bien sûr Washington s'engagent à moins polluer. Écoutez. Les États-Unis seront en mesure de réduire de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici la fin de cette décennie. Ces mesures mettront l'Amérique vers une économie à émissions nettes et nulles au plus tard en 2050. La Chine fera en sorte d'atteindre son maximum d'émissions de dioxyde de carbone en 2030 et atteindra la neutralité carbone en 2060. Alors, Joe Biden promet de réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Cécile Maisonneuve, vous diriez que c'est un effet rattrapage par rapport au recul de son prédécesseur? On est très tenté de le croire, c'est le retour de l'Amérique sur la scène internationale, mais de quelle Amérique et de quelle scène internationale parle-t-on? C'est la question. Quelle Amérique? C'est l'Amérique post-Trump. Biden doit reconstruire politiquement l'Amérique sur la scène intérieure, mais aussi internationale. L'Amérique post-Covid, vous l'avez dit, ça veut dire aussi reconstruire l'économie, mais aussi la société américaine, parce que la crise, la pandémie a révélé de fortes inégalités sociales. Et puis aussi, c'est l'Amérique post-Black Lives Matter. Et là encore, il faut trouver un projet de société. Donc cette Amérique-là, elle a finalement, elle trouve à travers le climat un moyen de relancer et la machine économique et le projet américain. Mais alors, quelle scène internationale aussi? Je pense qu'on est très tenté de se dire, voilà, revoilà l'Amérique finalement qu'on a connue avant Trump. En réalité, aujourd'hui, c'est une Amérique qui intervient dans une scène internationale où même les alliés se disent, mais finalement, si on a une nouvelle administration, est-ce que ça restera le même projet? Et donc, on est un peu plus méfiant. Et puis, c'est aussi une Amérique qui intervient sur une scène internationale où les relations avec la Chine se sont tendues. On va y revenir. Aurore Lalucq, voilà pour le décor. Aurore Lalucq, pourquoi Joe Biden réussirait-il là où les autres présidents américains ont échoué? Ils n'ont pas tous échoué, hein. Il y en a qui ont réussi. Et en fait, ils renouent avec la grande tradition de certains présidents américains. On pense à Roosevelt. On peut aussi penser à Lyndon Johnson qui ont, comme il a été dit, ont eu des projets, non pas économiques, mais des projets politiques, des projets de société où ils s'attaquaient à tout en même temps. La question environnementale, hein, même sous Roosevelt et Johnson, déjà, les questions économiques, les questions sociales, les questions raciales, d'injustice raciale, comme on dit aux États-Unis, tout ça était mis ensemble. Hein. Et bien là, il fait exactement la même chose. Et en fait, il peut réussir parce que finalement, il agit sans craindre les pressions. Ça, c'est un premier point. Et je pense aussi qu'il a en tête ce que disait Roosevelt, c'est-à-dire que ce sont les espoirs déçus plutôt que le désespoir qui crée les révolutions. Et mine de rien, les États-Unis ont été très marqués par l'ère Trump et aussi par l'invasion du Capitole. Mais là, on parle d'économie, on sait qu'il y a des lobbies de très forte résistance à changer de modèle. Ça implique une réorganisation économique. C'est une question que je pose à toutes les deux. Comment faire pour y arriver, pour entraîner avec lui les forces de l'économie? De toute façon, le rôle du politique, c'est de donner le là. Et après, le reste doit suivre. Hein. Son sujet, le rôle d'un politique, c'est de défendre l'intérêt général et de ne pas craindre les pressions, justement. Et encore une fois, je crois qu'il ne craint pas les pressions. Ça, c'est un premier point. Et on le voit notamment sur les questions fiscales. Après, ça reste le président d'un pays avec des entreprises sur son sol. Il est tout à fait probable que, notamment dans certaines réformes fiscales, il y ait des arrangements pour protéger certains types d'entreprises. Ça, évidemment. Néanmoins, ce qu'il est en train de faire, s'il continue sur cette voie, hein, quand on voit la fiscalité au niveau mondial, mais aussi la fiscalité sur le sol intérieur et aussi, par exemple, sur la taxation de la plus-value qu'il a décidé de quasiment doubler. S'il continue comme ça, on est peut-être en train d'assister, du moins c'est ce que j'espère, à une
contre-révolution néolibérale. Hein. Vous savez, dans les années 70, 70-80, tout d'un coup, tout a changé avec l'arrivée de Reagan et de Thatcher au pouvoir, alors qu'on était dans une ère très keynésienne. Tout a changé d'un coup. Là, on se demande si c'est pas ça qui est en train de se passer finalement, parce que nous, au niveau européen, ce qu'il est en train de faire, Biden, c'est un impact incroyable, notamment sur les questions fiscales. Ça relance tout. Cécile Maisonneuve, vous êtes d'accord sur notamment l'impôt sur les sociétés, hein, qu'il souhaite prévoir un minimum mondial? En quoi ça peut faire changer la donne? Je pense que ce qui fait d'abord changer la donne, c'est les 3 plans, parce qu'il en a lancé 3 que Biden a lancé. Il y a d'abord le plan de relance, qui est une manière de remettre l'économie à flot après les effets Covid. Il y a le plan qu'on a appelé en Europe le plan infrastructure, qui est son plan qui vise à injecter de l'argent sur les infrastructures et sur la transition énergétique, mais qui s'appelle aux États-Unis, c'est pas neutre, American Job Plan. C'est-à-dire c'est un plan de création d'emplois. Et là, effectivement, on renoue avec une approche très keynésienne. Et puis, il y a une 3e partie du plan qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est le plan santé, qui vise là non seulement à des politiques de santé publique, mais surtout d'égalité sociale. Donc, c'est effectivement des outils avec de l'argent public extrêmement puissant que le président Biden met à disposition. Et ce qui est très important aussi, le relèvement de l'impôt sur les sociétés sur le sol américain, c'est-à-dire que toutes les entreprises, y compris étrangères, qui veulent s'implanter et qui travaillent aux États-Unis, vont devoir financer ce plan. Et ça, c'est intéressant de dire, écoutez, vous allez nous aider. Et en fait, ce levier de l'argent public, il va servir à activer l'argent privé. Et tout ce qui se passe là, en ce moment, du côté de la sphère financière, est absolument majeur en termes d'impact. Je vous vois réagir, Aurore Lalucq. J'en profite pour faire le parallèle avec l'Europe, hein, qui, elle, donc, promet de passer de 40 à 55% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et pour y parvenir, notamment, l'Union européenne souhaite étendre le prix du carbone au-delà des secteurs de l'énergie et de l'industrie. Est-ce que c'est la bonne méthode, selon vous ? C'est insuffisant et ça a été parfaitement dit à l'instant. C'est-à-dire que la question environnementale, c'est une question d'investissement avant toute chose. Hein. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, hein, qui est un traumatisme, pas qu'au niveau français, au niveau européen. Il faut savoir qu'au niveau européen, quand on parle de fiscalité environnementale, le contre-exemple, c'est toujours la France, hein, par exemple. On l'a vu, pourquoi ? Parce que taxer la pollution, c'est pas changer de modèle. C'est taxer la pollution. Alors évidemment, la question n'est pas s'il ne faut ou pas la taxer, il faut le faire, mais il faut aussi proposer des alternatives. Et quand les alternatives n'existent pas, on piège les gens. Et c'est exactement ce qui s'est passé au moment de la crise des Gilets jaunes en France. Des gens ont été totalement piégés et ce n'est pas les plus riches d'entre nous par ailleurs. Donc la nécessité, c'est pas de mettre en place une taxe carbone, il faut le faire, mais il faut faire plein d'autres choses et surtout investir. Et ça créera aussi des emplois. C'est exactement le pari que fait Biden. Biden, quand il parle de la transition écologique, il dit « pour moi, le climat, c'est de l'emploi ». Il a entièrement raison. Ça va ensemble, en fait. La question environnementale, la question sociale vont toujours ensemble. L'injustice environnementale est toujours une injustice sociale. Et en sortir, ça permet d'avoir une amélioration sociale, une amélioration économique, une amélioration environnementale et de créer des emplois. On vient de l'aborder, hein, Cécile Maisonneuve. Comment éviter de renouveler ce traumatisme de la taxe carbone en France? Comment, en gros, réconcilier justice sociale et transition écologique? Déjà, je pense qu'il faut arrêter avec des politiques qui sont descendantes, uniformisatrices, qui ne prennent pas en compte la réalité de la vie des gens. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et je pense que de ce point de vue-là, le message a été compris. Ça veut dire aussi qu'il faut regarder très concrètement un mix de politiques. Prenons l'exemple des Gilets jaunes. C'est parti de quoi? C'est parti d'une taxe qui portait notamment sur la mobilité. La mobilité dans des zones où vous n'avez d'autre choix aujourd'hui que de vous déplacer avec une voiture. Et là, ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire qu'il faut soutenir évidemment le véhicule électrique et ça va être un enjeu énorme. Là, ça va être la décennie du véhicule électrique, mais ça veut dire aussi offrir des alternatives. On ne peut pas dire aux gens, écoutez, c'est comme ça, et puis si ça ne vous convient pas, eh bien c'est comme ça. Voilà, cette espèce d'aporie qu'a montré la crise des Gilets jaunes, aujourd'hui, il faut la combattre en mixant les instruments. Des investissements, y compris dans la R&D, des politiques de coopération entre les secteurs publics et privés, et puis également que le privé prenne le relais du public. Entre nous, c'est exactement ce qui s'est passé sur le sujet des vaccins. Des investissements publics, le public a pris le relais, des grandes coopérations entre le public et le privé, et c'est ce qui a donné des politiques efficaces qui sont arrivées à temps, parce que le sujet du tempo n'est pas un petit sujet dans la question qu'on traite aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé des États-Unis comme modèle, on a parlé de l'Europe et la Chine dans tout ça.
Aurore Lalucq. Elle a fait des annonces, elle en amont, hein, c'était en septembre. Elle souhaite atteindre un pic d'émissions en 2030, puis la neutralité carbone en 2060. Comment analyser cette position chinoise ? Alors, c'est toujours très difficile d'analyser les positions chinoises parce qu'il y a effectivement, comme toujours, des jeux géopolitiques et des jeux de communication politique. Donc, va savoir après ce qui va se passer derrière, parce que la Chine a souvent fait des annonces assez ambitieuses d'un point de vue environnemental qui se sont pas forcément traduites dans les actes. Là, néanmoins, c'est vrai que ces derniers temps, les positions semblent beaucoup plus fortes, beaucoup plus marquées. Après, on est dans des enjeux géopolitiques majeurs aujourd'hui. Certains nous disent que la question de la transition écologique est, disons, un avantage comparatif géopolitique. Je ne sais pas si c'est ça. Néanmoins, on ne voit pas non plus totalement au niveau chinois un changement de paradigme qui entraîne un changement réel de leur politique économique et de leur politique aussi de captation des terres, par exemple. D'ailleurs, on voit ces images très très polluées de la ville de Pékin au moment où vous parlez. Cécile Maisonneuve, comment vous analysez cette position chinoise? Elle est aussi en lice pour le leadership mondial en matière d'économie bas carbone? Très rapidement. Moi, je pense qu'elle est tout à fait en lice. La Chine a besoin, pour des raisons de politique intérieure, de la neutralité carbone. Elle en a besoin parce qu'elle a besoin, comme nous tous, de sécurité alimentaire. Elle a besoin de préserver ses ressources en eau. Et elle a besoin, ses habitants ont aussi besoin de villes non polluées. Il y a une demande sociale aussi en Chine. Il ne faut pas le négliger sur ce sujet-là. Et évidemment, il y a des questions de sécurité régionale parce que le changement climatique accéléré serait un problème pour la Chine et son environnement immédiat. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24. C'était votre programme. Avec Actimel, la petite bouteille riche en vitamine D. Bienvenue à Rio de Janeiro, je suis Fanny Leterre, la correspondante de France 24. Retrouvez-moi dans nos émissions et nos journaux pour vous raconter toute l'actualité du Brésil, du Paraguay et des Guyanes. Fanny Leterre, l'une des 160 correspondants de France 24 dans le monde. 2 ans après l'incendie qui a ravagé la Vieille Dame, le site, vous pouvez le voir, reste un vaste chantier. Mais alors que la phase de sécurisation devrait s'achever d'ici à l'été 2021, le plus gros reste à faire. Billets Retour vous invite dans les coulisses du chantier de Notre-Dame de Paris, aux côtés des hommes et des femmes qui tentent de sauver cet édifice meurtri par le feu. Billets Retour à Notre-Dame sur France 24 et France24.com.